BFM Business. L'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Nos deux invités ce soir, donc Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, et Denis Ferrand, qui est directeur général de Cerex Ecode. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. On va rappeler, parce que ça... Philippe Aghion, vous êtes ni de droite ni de gauche, si je veux dire, je fais un petit peu de provocation. Vous avez votre allocution, votre leçon inaugurale au Collège de France, avec repenser la croissance, et vous avez dit, ben voilà, moi je prône la rupture, ni de droite ni de gauche, ça me rappelle quelque chose, on va en parler bien sûr dans un instant, mais d'abord, est-ce que la France a les moyens de baisser les impôts ou pas? Et surtout, cette question, est-ce que certains se disent, il est temps de relancer un peu la machine, c'est-à-dire qu'à la force de resserrer les cordons de la bourse, de faire des économies, eh bien, on va tuer la croissance. Qu'est-ce qui répond le premier? Philippe Aghion? Moi, je pense, si vous voulez, moi je crois beaucoup dans des politiques qu'on appelle contracycliques, c'est-à-dire que dans des périodes de récession ou de croissance faible, eh bien, on baisse les taux d'intérêt. Donc Draghi a raison d'avoir une politique de taux d'intérêt zéro, même négatif. Donc et puis on essaie de doper l'investissement et en ayant des politiques où on emprunte plus en période de récession et on rembourse les dettes en période d'expansion. Mais ceci dit, et je crois qu'en même temps, donc il y a deux remarques. D'abord, on sait qu'il y a une complémentarité entre les politiques contracycliques et des réformes structurelles. C'est-à-dire que l'effet de politiques plus proactives macroéconomiques, eh bien, il est plus fort typiquement quand on a des réformes structurelles. D'où l'importance d'avoir des marchés du travail et des marchés des biens plus dynamiques. Donc ça, c'est la première chose. On a souvent tendance à opposer réformes structurelles et politiques macro. Et donc, si vous voulez, ça, je crois que ça, c'est un élément, important, quoi. Ok, mais ça, on est dans l'empirique. Au contraire, on est plutôt dans le théorique. Si on applique ça à la France, aujourd'hui, ça donne quoi, votre réflexion? Alors, on voit bien que vous complétez. Voilà. Si on devait apprécier les impôts dans leur capacité à relancer le pouvoir d'achat, leur impact sera nettement moindre que ce que l'on a connu l'année dernière. L'année dernière, n'oublions pas qu'on avait eu un mouvement de restitution de pouvoir d'achat très important qui était lié à la baisse des prix du pétrole. En fait, ces effets sont beaucoup plus puissants, ces effets macroéconomiques sont beaucoup plus puissants que ne le seraient aujourd'hui des baisses d'impôts. Surtout si ces baisses d'impôts, eh bien, il faut regarder comment elles sont in fine financées. Est-ce qu'on les finance par de la baisse de dépenses? Quel est leur objet? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un déficit budgétaire qui, à un moment ou à un autre, sera à compenser? Ça veut dire que vous ne considérez même plus que c'est une question d'ampleur du mouvement de la baisse d'impôts, finalement? Oui, effectivement, c'est une question d'ampleur, c'est une question de modalité également. Et puis moi, je crois aussi, si vous voulez, je crois qu'il faut une vraie réforme fiscale, mais une sérieuse réforme fiscale, une stratégie de convergence fiscale, voilà. Et je crois aussi que c'est pas bon c'est-à-dire de dire où est-ce qu'on veut aller, quoi, dans le long terme. Voilà. Par exemple, si vous voulez, par exemple, les Scandinaves, en Suède, ou dans les pays scandinaves, on peut décrire le système fiscal. Et il bouge très peu. Et cette prévisibilité fiscale est un élément qui encourage l'investissement. Chez nous, l'impôt demeure une décision discrétionnaire du prince. Le prince décide un jour d'augmenter, de baisser, et voilà, il tire son pouvoir. Et ça, c'est un élément très déstabilisant. Il n'y a pas encore à ce jour assez de visibilité sur le long terme pour vous, très clairement. Il n'y a pas de prévisibilité, autre que celle de dire, je dois gagner l'élection, je vais baisser les impôts. Mais alors l'idée, c'est de dire, une fois que je les ai gagnés, je vais les remonter. Il n'y a pas une vraie stratégie de dire, voilà, je vais aller vers telle fiscalité et m'y tenir, voyez, je veux dire, et je vais adosser ça à une réforme de l'État. Vous voyez, ça c'est une stratégie. Là, c'est pas une stratégie. Là, c'est vraiment les coups de menton d'un côté ou de l'autre, très clientéliste. Enfin, tout le monde le reconnaît, quoi. Avec une question complémentaire qui est aussi de quel type d'impôt parlons-nous? Si c'est encore pour diminuer l'impôt sur le revenu, on va encore réduire la proportion de population qui est touchée par cet impôt sur le revenu, qui est déjà un impôt qui est acquitté par environ 45% des foyers payent de l'impôt sur le revenu. Donc la question, c'est de savoir aussi de quel type d'impôt on parle, mais surtout quel est le type de dépenses que l'on va mettre en face, à moins d'imaginer que l'on se retrouve encore avec un déficit qui se creuse. N'oublions quand même pas que nous sommes encore au-delà des clous qui sont définis par nos équivalences européennes. Je voulais revenir sur un point, c'est qu'on sait aussi que pour avoir des politiques plus contracycliques, c'est bien de réduire sa dette et de réduire ses déficits. On sait que, ça c'est montré, que c'est beaucoup plus facile d'emprunter pour l'État en période de récession pour ensuite rembourser quand on a réduit sa dette et réduit ses déficits. C'est pour ça que les pays scandinaves, quand ils ont fait leur réforme, ils ont fait une vraie réforme de l'État pour réduire leurs dettes et leurs déficits, ce qui leur a permis d'avoir une politique beaucoup plus contracyclique et d'avoir une stratégie de convergence fiscale. Mais le tout, vous voyez, il y avait une vraie stratégie. Là, il n'y a pas de stratégie.
L'exemple type, pour compléter ce que vous évoquez, c'est ce qui se passe sur la dépense. Quand vous regardez l'exercice 2015, quelles sont les dépenses qui ont bougé, qui ont diminué, ce sont uniquement les dépenses qui sont liées aux charges d'intérêt de la dette, mais également les dépenses qui sont liées à l'investissement. En fait, j'arrête de mettre en œuvre certains projets d'investissement que j'avais lancés. En plus, ça tombait bien, il y avait le cycle électoral, c'est le moment où les communes, qui sont les principaux acteurs de l'investissement public, avaient changé de municipalité dans une grande proportion. Donc on a eu des baisses un peu faciles, si vous voulez, de dépenses, mais il n'y a pas eu de véritable stratégie pilotée de maîtrise de la dépense associée à une réforme fiscale. Ah ben alors, je prends la parole. Moi, j'avais une question quand même, parce que si là, vous avez soutenu un moment François Hollande, d'accord, au début. Oui. Okay, après, vous avez pris vos distances. Là, il vous dit, est-ce que je le fais ou pas? Vous dites quoi, oui ou non? Et baisse d'impôts? Oui. Non, je lui dis... Non, mais oui ou non? Vous lui dites, vas-y, c'est bon Non, ou pas? enfin, écoutez, là, lui, il raisonne en termes purement électoralistes. Donc, si vous voulez, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de réfléchir à une stratégie de réforme et une stratégie pour nous remettre sur un vrai sentier de croissance. Pour le moment, le gain de croissance que nous avons maintenant, c'est parce que la zone euro se met à croître plus vite. Non, mais parce on en reviendra tout à l'heure. C'est pas du tout à cause de ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Non, mais il y a une question quand même. On voit ça part des États-Unis, mais c'est en train d'arriver aussi en Europe et en France, c'est de dire qu'il faut quand même relancer la demande. C'était un peu ma première question, si vous voulez. Est-ce qu'on y est maintenant? Je suis d'accord qu'on n'a pas fait les réformes, je suis d'accord qu'on a toujours des déficits, je suis d'accord qu'on a un endettement de plus de 2 milliards d'euros, mais est-ce que c'est un peu le moment quand même de soutenir la croissance? Relancer la demande, relancer la demande, on l'a évoqué tout à l'heure, quand on a regardé les chiffres de l'automobile, on se retrouve avec des ventes au détail qui progressent très fortement, on a des immatriculations de véhicules qui sont allées beaucoup plus loin que ce que l'on imaginait, et d'une certaine manière, la demande, en particulier la demande de consommation, elle a été au rendez-vous. Ce qui fait défaut, en revanche, c'est la capacité à avoir une mécanique entretenue de dynamique d'investissement. Voilà. L'investissement est en train de revenir, et c'est ça qui est à encourager. Donc, c'est pas au travers de baisse d'impôts auprès des ménages que vous allez encourager cette dynamique d'investissement. Oui. Philippe Aghion, vous avez donc écrit repenser la croissance. Vous prenez des ruptures, d'accord, qui sont ni de droite ni de gauche. Je ne sais pas, lesquelles, par exemple. On ne raisonne plus. Moi, je crois que maintenant, le clivage, en tout cas, le clivage gauche-droite, voilà, moi, je me considère comme étant plutôt quelqu'un de gauche, mais je suis de gauche parce que je crois beaucoup dans la mobilité sociale. Vous voyez, je crois beaucoup qu'un individu, quel que soit son milieu social, ou quelle que soit sa situation, doit pouvoir avoir les moyens de rebondir. Je crois dans l'éducation et la santé pour tout le monde. Je crois dans la protection des faibles. J'ai un certain nombre de valeurs qui, moi, me définissent, d'ailleurs, qui sont partagées maintenant au-delà des frontières de la gauche, on va dire même par des gens du centre, de la droite, etc. Donc, mais moi, je me définis à gauche à cause de ça. Mais je crois que maintenant, le clivage vraiment en France, c'est pas entre la gauche et la droite, c'est entre les réformistes et les non-réformistes. Il y avait la commission Attali. Dans la commission Attali, il y avait des gens plutôt proches de mes partis, il y avait des gens plutôt proches de la gauche, mais ils étaient réformistes. Dans la commission du Grand Emprunt, Rocard-Juppé, il y avait des réformistes. Voilà. C'est ça le clivage maintenant. Les ruptures essentielles. Tout le monde est en train de sortir son programme économique. Ça sera mais surtout des verrous. Moi, je crois que les catalogues de mesures, j'y crois pas. Moi, je crois qu'il y a des verrous. Les verrous, c'est le marché du travail, c'est la réforme de l'État et c'est la réforme fiscale. Ça, c'est 3 grands verrous qui bloquent. Et le tout, c'est de savoir comment on va débloquer ces verrous, comment on va avancer sur ces choses. On n'arrive pas à avancer depuis 20 ans. Il y a eu une succession de gouvernements de gauche et de droite, et sur aucun de ces 3 grands verrous, on a réussi à faire avancer les choses. On va revenir évidemment sur le travail. Denis Ferrand. Mais effectivement, vos verrous, ils sont où, vos ruptures? Oui, ce sont des réformes déjà non coûteuses. On a tout un ensemble de mesures qui peuvent être mises en œuvre, mais des mesures de simplification. Regardez, il y a un choc qui a totalement disparu du discours politique, c'est le choc de simplification. On n'arrive pas à le mettre en œuvre, alors que celui-ci pouvait être justement un moyen de faire lever un certain nombre de verrous. On a changé de clé. Oui. Thierry Mandon, non, mais c'est vrai, on l'a mis aux universités, maintenant il a disparu. Voilà, maintenant, mais ce thème-là a disparu alors que la question demeure. Rappelons-nous aussi que Thierry Mandon évoquait que si déjà il arrivait à limiter la production de normes, il serait déjà assez content comme mesure de simplification. Mais il y a un enjeu de croissance qui est extrêmement fort, un enjeu de lisibilité. Mais il faut être malin. Regardez Renzi en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait, Renzi? Il a introduit un CDI plus flexible, mais il a augmenté les allocations chômage. Il a mis la flex et la sec. Vous voyez, il a fait ça ensemble. Je ne veux pas
faire 10 000 réformes. Je vais pas en faire 10 000. Il a vraiment pris l'approche des verrous. Je vais réformer l'État, d'abord le système politique. Je vais réformer le marché du travail. Mais il l'a fait intelligemment, d'une manière qui est passée. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était fait au dernier moment, par coup de menton. C'est-à-dire, tout d'un coup, on dit, allez hop, on fait que de la flex avec le 49.3. Et puis, alors après, dans les négociations, on ne consulte même pas la CFDT. Et puis, tout d'un coup, on réalise que c'est une grosse bêtise. Et alors, on dit, mais il y avait le compte personnel d'activité, on essaye de le charger. Mais déjà, le mal est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été pensé à l'avance. Les grandes réformes se font en début de mandat, elles sont préparées et elles se font pas comme ça en fin de mandat. C'est très difficile, vous voyez, sur des coups de menton et avec une espèce de concurrence politique entre le ministre de l'économie, le Premier ministre. Vous voyez, on sent que tout ça, c'est du très au jour le jour et c'est très pour dire je dois faire la une maintenant. Et des réformes, ça se prépare, ça se pense très longtemps à l'avance. La méthode importe. Et ce qui avait été introduit au début de ce mandat était aussi les conférences sociales qui se réunissaient au centre. Ça paraît loin. Ça paraît loin, mais c'était une démarche qui justement voulait être une démarche inclusive pour pouvoir créer l'acceptabilité des réformes. Là, on est passé sur des réformes effectivement un peu coup de menton, qui ne sont pas construites, qui ne sont pas élaborées, et on arrive à des situations de blocage avec un 49.3 qui ne sera peut-être pas actionné, mais on n'a même pas pour l'instant la majorité pour voter cette loi qui, au total, a été assez détricotée par rapport à sa première version. Oui, c'est clair. Guillaume ? Puisqu'on parle de loi du travail, là, vous avez considéré que l'occasion est d'ores et déjà ratée pour cette fois en tout cas, mais qui, d'après vous, j'emmène un peu sur le terrain politique, qui va s'aventurer à rouvrir le dossier dans la perspective de l'édition de C'est ça la peur que j'ai, moi, c'est d'abord, je voudrais qu'il y ait quelque chose de voté, qui est quand même quelque chose des avancées. Il faut quand même voter ce texte. Je pense que ce texte est quand même une avancée, donc j'espère qu'il sera, qu'il sera voté. Mais moi, la peur que j'ai, c'est que si vous voulez, à cause de la mauvaise manière dont ce débat a été emmanché, cette réforme a été entreprise, que ça rende plus difficile pour des réformateurs plus tard de remettre sur le tapis le chantier de la réforme du marché du travail. Quand vous entendez ceux qui disent si on rate cette occasion, on en reprend pour 10 ans, vous êtes d'accord? Vous craignez ça ou... Écoutez, je crois qu'il faudrait essayer. Non, je pense qu'il y a une autre approche. Il y avait un argument très intéressant quand même qui a été soulevé par l'ancien secrétaire général de la CGT. Oui. Bernard Thibault, vous savez, qui a publié un livre. Oui. Il dit en fait dans cette loi, avec vous savez l'inversion des normes, donc maintenant c'est même plus au niveau de la branche, ça sera au niveau des entreprises. La valeur travail va devenir un facteur de compétitivité, c'est-à-dire que dans chaque entreprise, ça sera plus exactement le même régime, les mêmes salaires, les mêmes normes justement sociales. Est-ce que vous pensez, j'ai trouvé que c'est un argument assez fort. Je pense qu'effectivement il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus des lois. Mais comment, puisqu'il y a une loi, alors il y a eu par exemple des propositions d'amendement que la branche puisse dire son mot, donc d'avoir des garanties, des garde-fous, parce que dans toute mesure, il peut y avoir un abus de la mesure. Donc je pense que c'est très important d'aller le plus possible vers l'entreprise, mais il y a aussi le domaine du droit social public, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des domaines dans lesquels les entreprises ne peuvent pas sortir, vous voyez, des clous, quoi. Donc ça, je crois que c'est très important qu'il y ait cette séparation. Il y a tout ce qu'on négocie au niveau de l'entreprise, et puis il y a des normes où là, on ne peut pas sortir des clous. Et puis, dans un certain nombre de choses, les branches, peuvent superviser. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Voilà. Encore trouvé, oui, les économistes ne sont pas complètement d'accord sur quel est le bon niveau où doit se faire la négociation. Mais quand on regarde les travaux, on a quand même l'impression que la décentralisation de la négociation l'emporte largement en termes d'efficacité sur la création d'emplois. Quel est l'objectif que l'on veut assigner in fine à ce type de réforme? C'est véritablement d'avoir des vecteurs de création d'emplois. Et si c'est au niveau de la négociation décentralisée que l'on peut trouver des vecteurs, eh bien, pourquoi est-ce que l'on s'interdit de les actionner? Et en tout cas de donner plus de place à de la réflexion entre les acteurs participants à la vie d'entreprise. Dans le droit dérogatoire, c'est-à-dire on fait le maximum, le droit se fait au niveau de l'entreprise, mais évidemment encadré de façon qu'il n'y ait pas d'abus. Le verrou de l'État, rapidement, est-ce que comment le rendre plus efficace? Parce qu'on voit bien qu'on est complètement prisonnier de cette administration. Est-ce que c'est quoi la... Écoutez, là, on revient au débat sur le millefeuille, c'est-à-dire on a trop de niveaux de gouvernement, on a trop de communes, on a trop d'intercommunalités. C'est pas uniquement ça. Il y a, si vous voulez, moi je pense qu'effectivement il faut revoir, on a besoin de fonctionnaires dans un certain nombre de domaines, et puis dans d'autres domaines on peut prendre des gens sur contrat de droit privé. Par exemple, on peut aussi avoir des gens polyvalents. Il dit voilà, vous pouvez être dans tel domaine et puis réallouer à d'autres domaines. Ouais. Donc je pense que, si vous voulez, je ne suis pas l'idée de dire on élimine 1 sur 2, mais je suis l'idée de dire il y a des domaines comme l'éducation ou comme les domaines régaliens ou comme certains domaines où on a besoin même de développer, et puis il y a des domaines où on a moins besoin. Donc, et il faut qu'il y ait l'État stratège, ce qu'on appelle l'État stratège. Et les agences aussi peuvent jouer un rôle. On peut déléguer un certain nombre de choses à des agences, qu'ont fait les Scandinaves dans les années 90, avec beaucoup de succès. C'est la même chose que pour la loi travail. Il y a une
une pédagogie de la maîtrise de l'effort de l'État. Et cette pédagogie n'est pas faite. Aujourd'hui, quand on parle de la dépense publique, on a l'impression que c'est tout de suite mortifère. On va pas avoir de croissance. Ça va être... Ma deuxième question. Mais il n'y a jamais de débat sur quel doit être le périmètre d'intervention de l'État. Comment est-ce que l'on juge son efficacité? Mais c'est pas l'état minimal nécessairement. C'est pas exactement. Oui, c'est pas l'état minimal, par exemple. C'est le débat. C'est vraiment ça qui compte. C'est comment l'État. C'est pas dire forcément moins d'État. Par exemple, la flexi-sécurité, l'État peut avoir un rôle à jouer. Il y a des nouveaux rôles qu'il n'avait pas avant. Mais il y a d'autres domaines où, avec l'informatisation, avec la révolution des technologies de l'information et des communications, eh bien, on a moins besoin. Vous voyez, c'est l'État différemment et de manière plus intelligente. Vous voyez, l'éducation. En Finlande, on dépense autant qu'en France dans l'éducation. Mais ils ont des tests PISA bien meilleurs que nous. Oui. Donc ils dépensent mieux l'argent. Donc il faut maintenant arriver à l'idée de dire l'évaluation de l'utilisation des fonds publics. Nous, on évalue très peu l'évaluation. On n'a pas de bonne méthode pour évaluer. Il n'y a pas effectivement de... Voilà. Il faut que ça devienne la norme d'évaluer. Juste, Bruno Le Maire ce matin qui dit je ne serai pas là pour infliger une purge aux Français. Il a raison quelque part parce que promettre 150 milliards, 100 milliards d'économies, ben, ça donne pas envie, non? Denis Ferrand. Oui, effectivement, ça donne pas envie. Mais après, quel est le projet qu'il met en face? On peut très bien... Ça arrive à quelque chose de sortir des chiffres aujourd'hui pour vous sur Non, parce que dans ce cas, en avançant des chiffres à 100 milliards, il faut déjà donner le premier milliard sur lequel on va faire porter l'effort en dépenses. Or, là, on atteint quand même très rapidement les limites de ce type d'exercice. Ce premier milliard n'est que rarement documenté. Donc, un plan véritablement construit de maîtrise de la dépense publique, ça, c'est quelque chose qui rentre dans le débat. On a encore un an devant nous, un an pendant lequel on peut discuter. Bon, il y aura certes les primaires, bien entendu, mais on a un an de discussion. Et puis il y a le montant, et puis sur quelle période vous faites ça? Parce que par exemple, il y a des non-renouvellements. Vous voyez, il y a des non-renouvellements où vous dites je réembauche sur d'autres bases. Donc si vous voulez, il faut savoir aussi dire comment je le fais au cours du temps. Et ça, je vois très peu de gens l'expliquer bien. Merci beaucoup. En fait, on est un peu continu. Merci en tous les cas d'être venu nous voir. Merci. Surtout, revenez nous voir. Donc, Philippe Aguillon, Denis Ferrand, membre du Cercle des économistes. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet orage. Dans un instant, Décodeur de l'écho et Fabrice Allier. Nous, on se retrouve demain. À demain midi. Bonne soirée.